je pense que nous ne devons pas nous leurrer. Voyez, et ça, j'insiste beaucoup sur ça. Nous ne devons pas nous leurrer lorsque l'on nous parle de la performance de croissance de certains pays africains. Vous savez, depuis quelque temps, la littérature économique, la littérature politique, les médias nous parlent de plus en plus des performances de croissance des États africains. Moi, j'ai rencontré des cadres africains qui étaient tout fiers de me dire, ben, tu vois, désormais, nos pays connaissent des phénomènes de croissance. Alors, il faut surtout pas nous tromper sur cet aspect des choses. Pourquoi? Ben parce que lorsque les journaux nous parlent de la croissance de certains pays africains, il ne s'agit pas de la croissance de la richesse créée. Il s'agit simplement de la croissance du volume des matières premières exportées. C'est donc un abus de langage que de parler de croissance. Quand on parle de croissance, en tout cas quand en Occident, on parle de la croissance, il s'agit de la croissance des richesses créées. Il ne s'agit pas de la croissance du volume des matières premières exportées. En Occident, quand on dit tel pays a tel taux de croissance, cela renvoie à la richesse créée par les activités économiques de ce pays. Alors, ce qui est affligeant, c'est que les cadres africains eux-mêmes ne font pas la différence entre croissance du volume des matières premières et croissance de l'augmentation de la richesse créée. Donc, vous voyez, je crois que j'attire vraiment l'attention de tout le monde sur cet aspect-là. Ne nous laissons pas leurrer lorsque l'on nous parle de la croissance économique formidable de certains pays africains que je ne citerai pas. Vous constaterez par vous-même que cette croissance ne résulte pas d'activités créatrices de richesse, elle résulte simplement d'une augmentation du volume des matières premières exportées. Or, si nous voulons justement que l'Afrique sorte de l'état dans lequel elle est, il faut que nous mettions en œuvre des politiques industrielles de transformation de nos matières premières, et ce sont ces activités industrielles de transformation qui amèneront en Afrique une augmentation du taux de croissance en tant que richesse créée. Oui, et comment concrètement se manifeste sur le terrain cette capacité de ce concept de développement à rendre ces élites africaines totalement étrangères à leurs propres intérêts? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles s'acharnent à fonctionner contre leurs propres intérêts. Oui, c'est vrai. Comment sur le terrain se manifeste cette capacité du concept de développement à rendre les élites africaines étrangères à leurs propres intérêts? Écoutez, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que le concept de développement, en tant qu'arme immatérielle, met les élites africaines dans l'incapacité de faire le distinguo entre la promesse que véhicule le discours du développement, promesse de modernité par le moyen d'une politique industrielle de rattrapage, et la vocation réelle des politiques de développement qui est la simple mise en valeur des espaces africains sous l'angle de la rentabilité externe. Alors, par cela, le concept de développement conduit les élites africaines à adhérer à des politiques qui organisent la mise en valeur des richesses africaines sous le seul angle de la rentabilité externe. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une posture d'aliénation, car si les élites africaines mettaient en valeur les richesses africaines sous l'angle de la rentabilité interne, elles en tireraient un plus grand profit du point de vue de leur intérêt particulier à s'affirmer comme puissance internationale. Cette posture des élites africaines, il faut le dire, s'oppose à l'émergence des élites africaines comme puissance internationale. Vous voyez, nous avons là une élite qui a un continent qui lui offre tous les moyens pour devenir, sinon la première puissance mondiale, sinon la deuxième puissance mondiale. On a là une élite qui a un continent
qui lui offre tous les moyens pour devenir une puissance mondiale, eh ben, que fait cette élite? Elle met en œuvre une politique qui, justement, ne lui permet pas de devenir une puissance mondiale. C'est en ce sens, elle met en œuvre des politiques qui, bien au contraire, comme je le disais, vont à l'encontre et de l'intérêt des peuples qu'elle gouverne et de ses propres intérêts en tant que puissance internationale potentielle. C'est en cela qu'il y a une posture d'aliénation sur le terrain. Ouais. Alors, comment libérer les élites africaines qui sont, disons-le, incarcérées, je pourrais même dire embastillées dans ce concept de développement? Comment est-ce qu'on peut libérer les élites africaines de l'emprise du concept de développement? Écoutez, vous savez, en fait, personne ne peut les en libérer. Personne ne peut les en libérer. Elles ne pourront s'en libérer que par elles-mêmes. Hein. La question se pose même de savoir, peuvent-elles s'en libérer par elles-mêmes? Je pense que elles se libéreront par elles-mêmes du concept, de l'emprise du concept du développement, le jour où elles changeront leur grille de lecture des sociétés africaines, le jour où elles remplaceront la version africaniste de l'histoire africaine par la version diopienne de l'histoire africaine. Version diopienne, c'est-à-dire la version de Cheikh Anta Diop. La version africaniste de l'histoire africaine cautionne la thèse du retard. Et partant, elle donne à la théorie du développement une apparente assise scientifique. La version diopienne de l'histoire africaine infirme la thèse du retard historique. Et partant, elle prive la théorie du développement de toute assise scientifique. Voilà pourquoi, et je crois qu'il faut le dire, voilà pourquoi certains partisans des thèses de Cheikh Anta Diop restent encore prisonniers du concept de développement. Cela vient du fait que ces partisans n'ont pas encore tiré les conséquences de la version diopienne de l'histoire africaine sur la théorie du développement. Beaucoup de partisans de Cheikh Anta Diop n'ont pas encore pris conscience que les politiques de modernité à mettre en œuvre diffèrent selon que la situation du pays procède d'un phénomène de retard historique ou si elle procède d'un phénomène de régression historique. On sait que la théorie du développement repose sur la thèse du retard. L'œuvre de Cheikh Anta Diop invite plutôt à parler de régression historique. Par conséquent, les politiques du développement ne sont pas pertinentes au regard de la théorie de la régression historique. Je crois qu'il faut dire que chercher à entreprendre une renaissance africaine dans le cadre d'une politique du développement revient à chercher à courir derrière sa propre queue. Je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a une contradiction à se revendiquer du développement et de la version diopienne de l'histoire africaine. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que effectivement, il est paradoxal de constater que même les partisans, même beaucoup de partisans de Cheikh Anta Diop adhèrent toujours au paradigme du développement. Il faut dire aux partisans de Cheikh Anta Diop qu'il faut qu'ils tirent les conséquences qu'implique l'œuvre de Cheikh Anta Diop sur la question des politiques à mettre en œuvre pour conduire les sociétés africaines vers la modernité. Les conséquences de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, justement, vont à l'encontre du concept du développement. Donc, par conséquent, ceux qui sont partisans de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, je leur dis et je leur redis, si vous tirez les conséquences qu'implique l'œuvre de Cheikh Anta Diop sur les politiques de modernité à mettre en œuvre, vous n'adhérerez pas au concept du développement. Il y a une contradiction réelle à se réclamer d'une part de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et d'autre part de la théorie du développement. Vraiment, c'est quelque chose que je dis avec beaucoup d'insistance, c'est qu'on ne peut pas à la fois
se réclamer de Diop et continuer à penser les politiques de modernité en Afrique en termes de développement.